Moi, ce qui m'a marqué sur Jeanne d'Arc quand j'étais petite, c'est que je me suis dit, génial, il y a une femme dans un livre d'histoire, on l'encense, on l'acclame, mais bon, elle finit brûlée. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Je vais lancer ce podcast en vrai. Et du coup, j'ai demandé à Lauriane de nous conter une histoire sur les femmes, la voix et leur pouvoir. Donc, on va démarrer avec ça. Et après, j'ai prévu des extraits et on commentera autour des extraits. L'idée, c'est soit vous avez envie d'échanger directement après les extraits, soit on échangera sur la fin. Donc, à toi, Lauriane. Bonsoir. Alors, effectivement, merci Nelly de m'avoir invitée pour faire cette conférence, ce petit bout de mots sur la voix des femmes, sur son pouvoir. Ça tombe bien puisqu'on parle du podcast et c'est donc par la voix que ça va passer, que les messages vont passer. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de la voix, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la voix ? Ce sont des cordes vocales. C'est du souffle, c'est une prosodie aussi. La prosodie, c'est le rythme, c'est la diction, c'est les accents, c'est tout le récit aussi, à travers la voix, le timbre. La voix, c'est ça, en fait. C'est raconter quelque chose à travers un récit. La voix, c'est aussi la morphologie du visage, qui permet d'avoir une résonance et donc d'émettre un son. La voix, donc, c'est aussi des émotions. Et c'est pour ça que la voix, elle dérange aussi énormément. Parce qu'on est beaucoup avec les émotions. Et puis, la voix, c'est aussi du mimétisme, c'est aussi un conditionnement. Alors, de ce point de vue général sur la voix, parce que je pourrais vous en parler pendant 3 heures sur la voix, on va tout de suite se glisser vers la voix au féminin. Pourquoi est-ce que la voix des femmes dérange autant ? Pourquoi elles peuvent être des porte-voix aussi, mais en même temps, la voix en elle-même, par rapport au corps vocal, elle peut aussi déranger. La légende raconte, en tout cas, il y a une légende urbaine qui dit que les voix féminines sont des voix hystériques. Contrairement aux voix masculines qui sont beaucoup plus dans la confiance. Parce que majoritairement des femmes ont une voix de tête et les hommes ont une voix au niveau de la poitrine. Mais d'où ça vient, cette histoire ? Alors déjà, ce qui est intéressant, si on cherche, parce que moi c'est un peu aussi ma spécialité, c'est d'aller un peu fouiller dans les récits, dans les histoires. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on dit que la voix d'une femme, elle est par définition hystérique dans l'inconscient collectif, la première fois qu'on a entendu le mot de l'hystérie chez une femme, c'est en général quand elle n'avait pas eu assez d'orgasme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les anciens écrits hindous, la relation entre le sacré au niveau des chakras et la gorge sont complètement associés. Donc j'aime bien l'idée que, voilà, on revient un petit peu sur la notion de la voix au féminin. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces voix-là, ces voix féminines sont considérées comme trop aiguës, des voix de tête ? Parce que, en général, quand on a une voix de tête, ce sont des voix qui sont coupées du reste du corps et qui donc, du coup, sont des voix qui ne sont pas ancrées, des voix qui ne sont pas alignées, des voix de femmes qui n'arrivent pas à trouver leur place, des voix de femmes qui n'arrivent pas à trouver leur légitimité, voire leur puissance ou leur pouvoir au féminin. Et encore une fois, la question qu'on se pose, c'est à qui la faute ? Il y a quelque chose que j'aime bien à dire assez souvent, c'est la posture vocale dépend de notre vision du monde. Si les femmes, par l'éducation, par leur récit, par leur façon de s'exprimer dès le plus jeune âge, on leur a expliqué de parler tout doucement, voire de pas trop parler, voire de demander à l'école, on lève la main pour prendre la parole alors que les garçons vont plus facilement la prendre. À ce moment-là, effectivement, il y a tout un conditionnement sur la femme et la prise de la parole, et donc de donner de sa voix. Il manque peut-être des modèles. Alors moi, je suis allée chercher dans la mythologie quelques modèles des femmes, du féminin, et donc de ces déesses. Dans les archétypes féminins, il en existe 4. Il y a les créatives, il y a les savantes, il y a les battantes et il y a les guerrières.
Et ce soir, le mot pouvoir, le mot légitimité me demande quelque part de faire un focus sur 3 déesses qui représentent les battantes et les guerrières. Dans les battantes, nous avons la toute première qui s'appelle Artémis, qui elle est la fille de Zeus et la sœur jumelle de Apollon. Une des particularités de ce profil féminin, c'est qu'on va lui donner la possibilité d'être la déesse d'une chasse gardée pour les hommes, principalement. Et c'est elle qui va prendre le pouvoir, et elle va être la déesse de la chasse. À une époque où justement la chasse est un lien vital et aussi l'essor de la civilisation. C'est elle qui va incarner la protection de la nature. Alors avec Artémis, il faut oublier tout concept de Blanche-Neige, de Bambi et autres dans la nature. Artémis, elle aime l'équilibre. Et elle-même, elle chasse. Elle va protéger les chasseurs et elle va protéger les animaux, mais pas que. Dans le récit d'Artémis, elle a aussi un destin qui s'est soldé au moment de sa naissance. Quand elle arrive, elle a envie de vivre. Elle a un goût à la liberté. D'ailleurs, dans les écrits grecs, on va dire qu'Artémis est vierge. C'est une mauvaise traduction. En fait, la virginité, dans la traduction grecque, ça veut dire le célibat. Artémis, à l'âge de 11 ans, elle savait déjà qu'elle ne voulait pas se marier, qu'elle ne voulait pas de prince charmant, qu'elle ne voulait pas avoir des enfants. Elle, ce qu'elle voulait, c'est avoir l'équilibre, c'est avoir aussi du pouvoir. Alors son truc, dès la naissance, c'est qu'elle sort du ventre de sa mère, je rappelle, fille de Zeus, sœur jumelle d'Apollon, elle sort du ventre de sa mère et elle découvre la vie. Et puis quand elle se retourne, elle se rend compte que sa mère, elle est en train de galérer pour sortir le 12e. Et bien Artémis va aider sa mère a accouché de son propre frère. C'est là que Artémis va devenir la divinité qu'on vénère quand il y a des jolies naissances en Grèce et que le bébé est bien arrivé, bien portant, parce qu'on doit la vie ou la mort avec Artémis. Elle choisit. Artémis, donc, incarne l'équilibre par rapport à ce pouvoir qu'elle a. Pouvoir, d'ailleurs, qui, comme je disais tout à l'heure, qui était dû normalement aux hommes. Circé, la magicienne. Circé, elle défend les femmes qui ont été au contact de Gouja. Alors son grand truc, c'est donc de défendre les femmes qui sont jugées comme de la viande, de défendre la femme tout court. Et son truc, ça va être de transformer les hommes en animaux. En gardant dans l'esprit, par exemple, elle va transformer des hommes qui se comportaient comme des Goujas quand ils se sont introduits dans son chez elle. Et elle les va transformer en porcs, en cochons. Et ces hommes-là vont garder l'esprit humain dans des corps d'animaux. C'est ce qu'on appelle de la magie. Et elle, on va lui dire on va la taxer de magicienne, de sorcière, avec de la magie noire. Alors que Merlin ou Harry Potter, en général, quand il fait la même chose, on va dire que c'est de la magie blanche. Elle va utiliser la magie, certes, mais elle va utiliser également ce que Homère va aussi décrire, la voix. La voix pour chanter, pour souffler et pour jouer avec la magie, avec cette voix-là, pour préserver et pour rendre justice aux femmes qui ont été abîmées ou bafouées. Enfin, le troisième profil dont j'avais envie de vous parler ce soir, qui fait partie des archétypes des guerrières, vous avez tous entendu parler de ces femmes-là. Moi, en tout cas, j'ai tout le temps été baignée là-dedans, avec plein de copines qui n'arrêtaient pas de me dire « je suis une Amazone ». Alors ça, les Amazones, on a entendu. Les Amazones, à la toute base, les Amazones, il faut revenir à l'époque de Wonder Woman. Wonder Woman est donc une Amazone qui a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, l'archétype a été récupéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les comics, évidemment. Et l'objectif de cette incarnation féminine était tout simplement de promouvoir au sein de la jeunesse un modèle de féminité forte, libre et courageuse, pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes, et surtout de souffler aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite
dans les métiers qui sont normalement pour les hommes. Mais malheureusement, cette Amazone-là, elle va être détournée, comme beaucoup de mythes vont être détournés, et vont devenir des objets de désir, de fantasmes ultra sexualisés, pour satisfaire les fantasmes des hommes. Sauf qu'à l'origine, les Amazones, là on va revenir à l'Antiquité, les Amazones sont des nomades, ce sont des indépendantes, ce sont des guerrières, ce sont des barbares. L'histoire raconte que les Grecs voulaient capturer les Amazones. Ils vont les mettre dans un navire et au bout de 3 jours, ces Amazones vont briser les chaînes, vont tuer tout l'équipage, vont récupérer le navire, vont se laisser porter vers les flots, vont arriver au premier port, va détruire la ville. Les Amazones peuvent être vraiment sanglantes. Alors, dans cette idée, d'ailleurs, oui, c'est ces Amazones-là, on va souvent les appeler les tueuses d'hommes. Sauf que quand on raconte cette histoire comme ça, qui est en plus très rédigée par les hommes, quand on raconte cette histoire-là de ces Amazones-là, on est en train de se dire, ok, donc en fait, ce sont des femmes qui sont ensemble et qui, au lieu d'avoir des hommes qui sont misogynes, on va avoir des femmes qui vont créer la misandrie. Mais en fait, ça, c'est ce qu'a voulu nous faire croire les récits écrits par les hommes sur les Amazones. Parce que les Amazones, en soi, le vrai mythe des Amazones, c'est de faire exploser complètement tous les stéréotypes qui nous font croire que chaque métier, chaque rôle dans la société est associé à son genre. Les Amazones sont en train de dire, peu importe si nous sommes hommes ou femmes, si nous sommes habités par l'envie d'aller vers la création, vers un métier qui est soi-disant porté par les hommes. Et là, je reviens à ce que l'auteur de comics avait créé avec Wonder Woman. C'était de souffler l'idée que toute femme était capable de prendre toutes les places. Et si je vous ai raconté l'histoire d'Artémis, qui va créer l'équilibre, de Circé, qui va défendre les femmes opprimées, et entre autres par la voix, les Amazones, elles, durant des siècles, vont hurler à l'égalité. Alors, dans les mythes beaucoup plus contemporains, on a aussi la place, évidemment, de toutes ces femmes qui ont une certaine puissance et donc un certain pouvoir. Ces femmes, dans la légende contemporaine, quelle place elles ont dans le récit et dans l'histoire? Alors, petit clin d'œil par rapport à Jeanne d'Arc, forcément. Jeanne d'Arc qui constitue cette femme dans l'histoire qui marque donc l'histoire, brûlée officiellement parce qu'elle avait porté un pantalon. Officieusement, évidemment, c'était une hérésie d'avoir un leadership au féminin. Ce qui est intéressant également, c'est que qui pourrait citer une reine qui est élue de lead sur le territoire français? On n'a pas vraiment des noms. Par contre, on a des noms des maîtresses qui ont conquis le cœur du roi ou la cour de France. Ça, ce sont encore des images. Et c'est là que j'en viens à parler de ce leadership au féminin avec la voix, puisque si je refais la boucle de ce que je vous ai dit, la voix, la posture vocale dépend de la vision qu'on a du monde. Si pour les hommes, ils ont une certaine vision par rapport à la façon dont on les a éduqués, les femmes l'ont aussi, en fonction de ce qu'elles ont entendu, en fonction de ce qu'on leur a demandé, dans la façon de s'exprimer, dans peut-être l'hésitation, peut-être de pas trop parler, peut-être de pas trop prendre la place. Et je vous disais que peut-être que ce qu'il aurait fallu, c'est avoir un peu plus de modèles. Des modèles qui sont pas Blanche-Neige, qui sont pas la Belle au bois dormant, mais des modèles comme Artémis, Circé ou les Amazones, mais les vraies Amazones pour le coup. Et là, moi, tout ça, ça m'a fait interroger sur ce lead, ce pouvoir au féminin. C'est pour ça que je remercie encore Nelly pour cette invitation, parce que quand elle est venue vers moi et qu'elle m'a fait déjà écouter des extraits de son podcast, ça m'a interrogée, ça m'a interpellée, ça m'a bousculée. Parce que moi, ce que j'entends à chaque fois,
c'est que les femmes, elles ont encore à ramer pour faire exploser le plafond de verre. Elles ont encore beaucoup à apprendre. Elles ont à prendre leur place, à gagner en légitimité, à prendre la parole, à donner de la voix, à être le porte-voix même, et donc être dans l'expression de soi. Moi, c'est ce que j'entends constamment. Et le podcast de Nelly a le mérite d'apporter le point de vue de l'autre côté. Ces femmes qui auraient fait exploser ce plafond de verre. Et de nous donner une autre vision. Pas une vision parallèle, pas une vision contradictoire, mais une autre vision avec une autre posture. Et avec les extraits que j'ai entendus, moi, ce qui m'avait beaucoup interpellée, c'est que, à la limite, si je les avais à côté de moi, les personnes que tu as interviewées, je leur disais, mais alors, on fait comment ? Je sais pas, j'ai eu le sentiment, dans l'écoute en toile de fond, quand elles s'expriment, quand elles posent la voix, qu'elles deviennent des modèles, et surtout, cette sensation qu'elles ont foncé. Elles ont foncé. Elles se sont pas identifiées à un récit qu'on aurait voulu leur coller. Elles y sont allées. Et de l'autre côté de la rivière, j'aime bien les écouter, parce qu'elles sont hyper inspirantes. Merci, Nelly. Merci beaucoup. Merci pour ce récit. Je vais demander à Lauriane d'en effet nous ramener dans l'histoire pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous raconter un peu à la fois la naissance de votre podcast, mais surtout, au travers d'interviews qui a déjà été faites, les différentes choses qui sont remontées sur le pouvoir au féminin. Alors déjà, juste pour la création du podcast, moi, elle est venue par plusieurs choses. Déjà parce que j'accompagne des directeurs depuis longtemps et que depuis peu, j'accompagne des directrices et je me dis, tiens, c'est un peu différent, mais on n'en voit pas tant que ça. Et puis surtout parce que moi, en tant que directrice de ma propre entreprise, j'ai du mal à parler. Et je m'attendais pas en créant un podcast que ça pose autant de questions sur la voix et sur la position des femmes. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire découvrir, qu'est-ce qui est ressorti un peu et qu'est-ce que j'ai appris avec ce podcast aujourd'hui. Et vers eux, je me vais avec ce podcast. J'ai envie d'aller en tout cas. Alors, juste avant, je vais faire mettre le jingle du coup, s'il te plaît. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Alors, dans ce jingle, déjà, il y a plusieurs choses. On m'a dit depuis le début, Nelly, il faut que tu parles de stats, il faut mettre des stats. Donc, il y en a une. Alors, on m'a questionné dessus parce que 57%, on m'a dit on n'est que 52% de femmes. Alors, pourquoi 57 ? Et bien, c'est parce que 57% des diplômés sont des femmes. Donc, si c'est une question de méritocratie, théoriquement, 57% des personnes dans les postes de direction devraient être des femmes. Et l'autre chose que je trouve intéressante dans le podcast, c'est qu'on entend un homme, c'est quand il coupe la voix à une femme. En disant dirigeant, et je trouvais ça intéressant aussi de donner ça dans le ton en disant dirigeant. Et pour finir avec Madame la Présidente, alors ceux qui n'ont pas forcément l'extrait, c'est à l'Assemblée nationale, c'est donc Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui dit « Dernier rappel, c'est Madame la Présidente ». Alors j'ai envie de rappeler, parce que l'idée c'est pas de rappeler, c'est plutôt d'exister. Et donc c'est Madame la Présidente pour exister et prendre sa voix. Du coup, la première chose qui m'a interpellée dans ce podcast et que j'ai trouvé intéressant, c'est la prise de pouvoir par la parole, qui a été aussi beaucoup échangée avec Lauriane, qui est arrivée là-dedans. C'est que déjà, la première chose, c'est que ça a été compliqué. Enfin, je pensais que ce serait compliqué de trouver des personnes à interviewer, parce qu'il y a une notion de prise de courage pour moi dans la prise de parole, du coup, par les femmes, pour tout ce qui a été raconté avant. Et en fait, ça a été compliqué parce que j'ai entendu « Je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose à dire ». Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole, mais je suis pas sûre d'être la bonne personne. J'ai plutôt eu des personnes qui n'osaient pas, en fait, qui se disaient, mais qu'est-ce que j'ai à raconter finalement ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, quand elles ont pris la parole, il y a eu un besoin de parler qui est assez évident. Et je vais te laisser mettre le clip. Dans le microcosme professionnel dans lequel c'était, j'ai porté ma voix et j'ai payé relativement cher le fait de rester droite dans mes bottes, si je peux reprendre cette expression-là, un peu militaire, mais si c'était à refaire, ce que je changerais, c'est peut-être le volume, c'est peut-être la tonalité, c'est peut-être le côté qui était extrêmement anguleux et relativement peu nuancé de l'époque, probablement le chemin par lequel il était nécessaire que je passe,
Je changerais pas le fait d'avoir parlé. Je dois avouer que c'est un de mes chefs à qui je parlais souvent à l'oreille en réunion en disant non, ça c'est pas vrai, pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme ça, qui m'a dit mais Madame Martin-Ban, parlez mon sang. Et il a fini par me dire et par écrire sur mon entretien annuel, Fanny pense bien et elle devrait parler parce qu'elle pense bien. Et ça m'a beaucoup aidé, mais il me l'aurait pas dit. Je pense que je me serais toujours posé la question de savoir, peut-être que quelqu'un d'autre me l'aurait dit ou je l'aurais appris différemment, mais s'il n'y avait pas eu ce déclencheur de il faut parler, je pense que j'aurais jamais osé prendre la parole. Ça, c'était une découverte et j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, dans ces deux extraits, il y a un rapport à la parole qui est très différent. C'est-à-dire que l'une, finalement, a vraiment pris la parole et s'est fait taper dessus, ce qu'on retrouve un peu dans les histoires qui ont été contées tout à l'heure. C'est-à-dire que prendre la parole pour une femme, c'est pas forcément évident. Il y a un besoin de changer de ton, de poser la voix différemment. Et la deuxième, pour le coup, n'a pas du tout osé. Et donc, on a dû la pousser à prendre la parole. Donc, il y a vraiment cette question de prendre la parole pour une femme qui n'a pas forcément été une évidence. Parce que j'ai pas forcément eu comme retour quand j'ai travaillé avec des directeurs. Et j'avoue, moi-même, de prendre la parole, ça a été tout un apprentissage. C'est-à-dire que le podcast, je me suis pas rendu compte, mais il y a vraiment une question de poser sa voix, de prendre sa voix. Et ça, c'est un des retours intéressants que j'ai du podcast, c'est on m'a d'abord parlé de ma voix et du fait qu'elle soit posée. Donc la tonalité de la voix est importante. Lauriane disait tout à l'heure dans son discours, il y a aussi où est-ce qu'on pose sa voix. Dans les différents échanges que j'ai eus, et puis même, on le lit dans le livre de Mathilde Viau, sur l'homme politique, j'en fais du compost, elle parle du son de la voix. Par exemple, les micros de l'Assemblée nationale sont réglés sur les voix des hommes. Donc en fait, on entend moins les femmes. De façon générale, juste par la tonalité, en fait, c'est pas forcément une évidence de prendre sa parole. Et une femme qui parle fort, ça justement, ça change notre rapport aux voix des femmes et ça bouscule la société. Donc juste cette prise de voix a été une première surprise, première découverte en tout cas, et qui est intéressante sur les différents échanges que j'ai eus après avec les personnes qui vont venir. La deuxième chose, moi, qui m'a marquée, j'étais plutôt contente, c'est le rapport à la sorcellerie. Alors, Lauriane m'a fait un clin d'œil avec Jeanne d'Arc. Pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ont écouté la bande-annonce, j'ai une petite obsession sur le personnage. Moi, ce qui m'a marqué sur Jeanne d'Arc quand j'étais petite, c'est que je me suis dit, génial, il y a une femme dans un livre d'histoire, on l'encense, on l'acclame, mais bon, elle finit brûlée. Donc, c'est pas top, en fait. La question, c'est finalement, est-ce que c'est finalement bien d'être acclamé et bien vu si on finit brûlé? C'est un peu l'ambivalence de Jeanne d'Arc que je trouve plutôt intéressante. C'est la seule femme sur les murs du monument des grands hommes, du Panthéon. Mais en même temps, elle n'a pas vécu très longtemps. Donc, du coup, la question se pose. Et ce qui m'a marqué, c'est que ça n'a pas fait résonance qu'à moi, la sorcellerie, finalement. Et je vais laisser mettre le deuxième extrait. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que petite fille, je ne comprenais pas comment une femme pouvait avoir eu accès au pouvoir et finir brûlée. En référence à l'histoire de Jeanne d'Arc. Je ne comprenais pas comment des hommes avaient pu faire confiance à une femme pour les diriger et finalement la condamner au bûcher. J'ai lu votre pitch. Il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est effectivement le concept de la sorcière. J'ai lu un livre qui s'appelle Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante il y a 2 ans. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué parce qu'il parle beaucoup... Je vais vous donner une citation qui m'a beaucoup plu. Elle définit le complexe de la sorcière comme ce qui va du léger soupçon au sentiment d'illégitimité. Elle écrit, c'est adorable une femme qui doute, ce permanent soupçon de soi. Alors pour le coup, c'est pour ça que je me suis moi beaucoup reconnue dans le livre d'Isabelle Sorante, Le complexe de la sorcière, c'est que j'ai toujours énormément douté et j'ai toujours pensé que ce que je pensais était peu pertinent ou de peu pertinent à complètement stupide en passant par sans intérêt, donc ça n'est pas la peine de le dire. A donné envie, c'est ton accroche, avec cette ambiguïté des femmes au pouvoir qui finissaient sur le bûcher. Et je me suis dit qu'effectivement, sur l'aspect métaphorique, en tous les cas, de cette expression-là, c'est bien souvent que nous montons sur des barricades et que nous croisons quelques fers et qu'effectivement, la notion de bûcher m'a interpellée. C'est vraiment ce qui m'a motivée. Du coup, on le retrouve sous 2 formats différents, sous un format en plus que je n'avais pas vu. Alors moi, les sorcières, c'est un sujet que je n'osais pas forcément aborder dans ce podcast parce qu'en fait, on le voit souvent dans le côté plus spirituel. Alors avec le livre de Mona Cholly, évidemment, il est sorti un peu de la spiritualité, mais j'étais assez surprise de voir que les premières choses qu'il en parlait, c'est les 2 débuts des épisodes, c'est la sorcière.
que finalement ça crée notre récit, ça rentre dans notre récit, comme disait Lauriane par avant. C'était pas les sorcières, c'était les Amazones, mais le rapport aux femmes libres, parce que les sorcières c'était des femmes libres en fait. C'était souvent des vieilles femmes, ou des femmes célibataires, ou des femmes qui avaient un certain pouvoir, en général de guérison. Et donc ça, c'est un récit qui est ancré, et ce qui m'a interloqué et je trouve intéressant, c'est que c'est ce qui les a poussées à parler. C'est-à-dire que parce qu'elles ont eu cette référence aux sorcières, elles ont dit « j'ai besoin de parler, ça me parle ». C'est intéressant de voir qu'on retrouve ce récit aujourd'hui et qu'on retrouve ce récit lorsqu'il s'agit de prendre la parole et s'exprimer sur finalement le pouvoir en fait des femmes. L'autre sujet, alors que je ne comptais pas du tout aborder, je tiens à le dire, c'est-à-dire que moi je m'étais dit il y en a marre, quand on parle des femmes, on parle de maternité, j'avais pas du tout envie. En plus, je me suis dit, ça va encore ramener à ce sujet-là. Et puis, dans toutes les personnes avec qui j'ai échangé, j'en ai qu'une seule qui était d'accord avec moi. Donc, je me suis dit, bon, il y a un sujet. La première personne que j'ai interviewée, en plus, m'a dit, moi, je vois pas comment ne pas en parler. Et finalement, vous allez voir, c'est mon plus long extrait, en fait. Et à quel moment vous avez dit, nous avons une position différente dans la société ? Alors, j'ai commencé à y penser au moment de mon congé maternité, parce que c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un mari qui est là, qui partage avec vous le fait de s'occuper d'un enfant sans rechigner, sans compter, les gens commencent à vous dire « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance !» Et c'est assez étonnant, c'est pas une chance en fait, c'est juste normal. Et c'est vrai que c'est étonnant, et moi je suis entrée sur le côté, c'est vrai que les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans la société par ce biais-là. Alors, le plus compliqué, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand j'ai dû annoncer ma grossesse à mes patrons de l'époque, dans une grosse étude dans laquelle je venais d'arriver. Ça a été très mal pris. Ça s'est pas très bien passé. Et c'est quelque chose qui me reste un peu... c'est un peu un souvenir amer dans ma carrière. Rien, j'étais très frappée parce que j'ai rencontré une femme qui occupait aussi des fonctions de direction, que tout le monde appelait la mère au foyer, parce qu'elle avait décidé que les réunions qui finissaient après 19h, elle restait pas, parce qu'elle voulait voir ses enfants et qu'elle trouvait pas ça utile. Et en fait, j'ai trouvé ça très frappant, alors que cette femme, c'est qu'elle se bosse bien, qui assure ses fonctions avec beaucoup de brio, on l'appelle la mère au foyer ou la mémère. En fait, j'étais arrivée dans cette étude depuis peu de temps. J'étais toujours dans la même ville, mais j'avais changé d'étude à ce moment-là. Et vraiment, sans imaginer que en fait, j'étais enceinte. Donc, je me suis posé la question à ce moment-là d'attendre pour me dire, ce qu'en général les gens font, mais en me disant que si j'attendais, j'allais aller au-delà de ma période d'essai. Et j'avais pas envie qu'ils se retrouvent coincés, entre guillemets, qu'ils aient l'impression que je les ai piégés. Donc j'ai préféré leur dire en toute honnêteté rapidement, pour qu'ils puissent du coup anticiper la chose. Et en fait, ils l'ont très mal pris. Et donc ils ont décidé de mettre fin à ma période d'essai. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était ultra injuste. Et puis ça m'a dévalorisé, entre guillemets, parce que du coup, on m'a fait passer pour quelqu'un qui finalement allait me servir de ça pour me mettre en arrêt, alors que moi, pas du tout. Enfin, moi, j'adore ce que je fais et je voulais surtout pas arrêter de travailler. Donc, j'ai trouvé ça, injuste. Je pense qu'il faudra arrêter de voir le congé maternité comme une contrainte, même si de facto ça l'est. De facto, ça nécessite d'être mieux organisé, etc. Mais bon, ça, je pense qu'il faudrait que ça arrête d'être un sujet pour les femmes, parce que les femmes restent encore, pour la plupart, terrorisées à l'idée d'aller dire à leur chef qu'elles sont enceintes. Et ça, c'est un sujet, moi je trouve. Donc ça, il faudrait que ça puisse changer. Il faudrait qu'elles se sentent pas obligées de retourner au boulot en ayant peur de perdre leur place, mais qu'elles puissent rester chez elles un peu plus, ou prendre tout leur congé mat si elles le sentent, et si elles le sentent pas, qu'elles puissent rentrer. Mais ça va dans les deux sens, parce que moi, quand j'étais rentrée avant la fin de mon congé maternité, on m'avait regardé d'un air scandalisé tout pareil. Donc en fait, il faudrait juste qu'on leur foute la paix. Je trouve qu'on associe trop dans notre société justement la maternité à quelque chose de négatif dans le monde du travail. Alors oui, il y a certains cas, bien entendu, pour des raisons médicales, mais comme n'importe quoi en fait, comme n'importe quel salarié peut tomber malade à n'importe quel moment. Je trouve qu'on stigmatise trop la maternité
Et que du coup, forcément, on stigmatise les femmes par rapport à cette maternité dans le monde du travail. Vous l'aurez compris, c'était donc un sujet qui est sorti beaucoup. Alors, sujet sur la maternité, la grossesse. Donc, j'ai regardé un peu, je me suis quand même renseignée. En fait, il y a des stats qui sont sortis il n'y a pas très longtemps dans les Échos qui disent que, à études égales, sur la trajectoire d'une femme qui a un enfant et une femme qui n'a pas d'enfant, elle perd 5% de salaire et elle perd 5 ans dans son évolution de carrière. Donc, en fait, les enfants impactent l'évolution de carrière. L'interview qu'on entend à qui on a mis fin à sa période d'essai à cause de sa grossesse, elle a eu un deuxième enfant beaucoup plus tard quand elle était déjà en poste, qui était déjà chef d'entreprise. Et en fait, on se rend compte que quand on est chef d'entreprise, c'est beaucoup plus simple. C'est Christine Lagarde aussi qui disait que finalement, les évolutions de carrière se font pile poil à l'âge où les femmes ont les enfants aujourd'hui, puisque c'est 32 ans. Et donc, du coup, ça met un vrai frein. Et il y a même Tito Lecoq qui disait dans son livre qu'il faut avoir une vraie discussion avec son partenaire quand on a un enfant, parce que pour une femme, c'est 5 ans sur la perte de salaire sur la suite. Donc, en fait, malheureusement, la maternité est un vrai sujet. Tout ça, c'est vraiment pris une place dans le podcast auquel je ne m'attendais pas, qui prend vraiment beaucoup de place et qui a une vraie place dans le rapport au pouvoir, parce qu'en fait, il y a toute cette vulnérabilité en fait dans la grossesse qui fait que les femmes ont plus de mal à se positionner. Et ce qui est intéressant aussi dans les personnes que j'ai interviewées et interrogées sur le sujet, c'est qu'elles ont cette envie de montrer qu'elles sont battantes. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de dire « mais j'ai travaillé, j'ai envie de travailler, je vais travailler ». Donc il y a quand même un rapport au travail assez fort pour se dire « du coup je mérite ma place et j'ai pas peur de la perdre ». Parce qu'il y a aussi toute cette peur de perdre de sa place quand on revient de congé mat qui est plutôt très difficile. Et puis dans les femmes avec qui j'ai discuté en amont du podcast ou en extérieur, il y en a plein qui m'ont dit mais finalement comment on fait ? Moi j'ai envie de savoir dans ce podcast comment on arrive à gérer en position finalement bien placée et son enfant, parce que moi je galère un peu. Donc voilà, donc la maternité reste au cœur du podcast, alors pas toutes, mais les femmes qui ont envie d'en parler. Et en ce qui concerne le rapport au pouvoir, c'est important puisque dans notre société telle qu'elle se fait aujourd'hui, c'est pas forcément une évidence de continuer à évoluer et de prendre sa place quand on a un enfant. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit finalement quand je suis revenue de mon congé maternité, j'avais autant de travail qu'avant. Alors oui, je suis capable de le faire, mais en fait il n'y a pas eu d'adaptation, donc en fait ça a été très compliqué de le faire. Et la même chose aussi en discutant, il y a beaucoup qui disent aussi que finalement pour les deux parents c'est le moment de l'ascension professionnelle, et comme la femme s'est arrêtée, finalement comme l'homme a pris un élan de carrière à ce moment-là, il a moins de temps, donc l'équilibre se fait moins. Pour toutes ces raisons, je pense que je vais en entendre beaucoup parler encore dans le podcast. Alors, comme je disais, c'était vraiment un sujet d'origine. D'autres sujets qui a marqué, c'était le rapport au pouvoir. J'étais quand même allée chercher. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué quand même, c'est qu'en discutant quand même avec beaucoup de directeurs et directrices, je trouvais que les femmes avaient un autre rapport au pouvoir. Alors, pas du tout parce que ce sont des femmes, je pense pas que c'est genré, le rapport au pouvoir. Je pense que c'est juste sociétal, comme on l'a vu tout à l'heure dans le récit qui a été fait par Lauriane. Ça fait quand même tout un historique sociétal qui fait qu'on peut pas se positionner pareil, on peut pas crier pareil, on n'a pas le même rapport à l'autorité. Et c'est marrant parce que dans les directrices que j'avais interviewées avant le podcast, beaucoup m'ont dit, moi, ce qui a été finalement le plus compliqué, c'est sortir d'un management descendant. Parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude qu'on leur dise quoi faire que quand je leur demande leur avis, il n'y a plus personne. Et ça m'a pris longtemps à aller les chercher. Et alors, je n'étais pas forcément allée chercher ça dans le podcast, parce que je sais que c'est compliqué, on ne peut pas dire qu'il y a un management genré, et je suis assez d'accord avec ça. J'étais assez intéressée pour savoir leur retour. Et du coup... Le pouvoir, pour reprendre une expression, nous oblige. Et en face de ça, si les personnes qui ont un peu de pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités, moi je vais être à peu près sans état d'âme là-dessus. C'est-à-dire que ça va pas matcher très longtemps. Droit à l'erreur, bien sûr, droit à l'essai, évidemment, mais il n'empêche qu'avec le pouvoir, encore une fois, ça nous oblige en termes de responsabilité. Et là, moi, j'ai pas trop d'état d'âme. Et donc, que ce soit des hommes ou des femmes, s'il n'y a pas cette ouverture, s'il n'y a pas cette capacité de remise en cause, cette acceptation d'être trompé, cette dimension de « ok, bon, et comment je vais faire pour faire autrement la prochaine fois ?» eh bien, il n'y a pas de deuxième fois. Du coup, c'est quoi le pouvoir en tant que directrice selon vous ? Alors, moi je le définirais de la façon qui me plaît le plus, c'est quand on a une idée, on peut la mettre en œuvre. Avec mon associé, nous on est associés à part égale, donc on est vraiment à l'équilibre tous les deux sur un pied d'égalité.
Et on s'entend très bien, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à se poser des questions, à s'interroger, à discuter ensemble. On prend généralement les décisions ensemble. Tout comme on a une répartition du travail qui est très égalitaire, c'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose. On se partage autant le travail que les décisions à part égale. C'était important pour toi ce partage à part égale ? Oui, très. En quoi ? C'était important parce que déjà je pense que pour que ça se passe bien, il faut que chacun ait autant son mot à dire, on va dire. Il faut de la communication. C'est important. Et parce que moi, je ne me voyais pas être chef d'entreprise en n'ayant pas de pouvoir de décision. Vraiment, pour moi, c'était important qu'on soit sur un binôme. Ce problème-là, je ne sais pas exactement comment on va s'y prendre. Donc, on va chercher ensemble. Et donc, évidemment, j'y réfléchis, je pose des jalons, etc. Mais je n'ai pas forcément complètement tracé les choses. Et en général, ça se passe bien. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de sujet. Et je leur dis, si un jour j'ai une idée et que vous la trouvez débile, alors dites-le. Enfin, gentiment, mais dites-le. Et j'ai déjà des équipes qui m'ont dit, faudrait plutôt faire ça. Enfin, et c'est pas grave, en fait. C'est OK. Et j'aimerais bien que petit à petit, nous passions du pouvoir sur au pouvoir pour, du pouvoir pour l'autre, du pouvoir pour soi, du pouvoir pour du meilleur, du pouvoir pour... que ce soit un pouvoir de construction, plus que d'un pouvoir qui amène à des destructions. Donc du pouvoir pour plutôt que du pouvoir sur. Quand j'ai lancé le podcast, j'en ai discuté. J'ai aussi des amis qui m'ont parlé du rapport à l'autorité. Qui m'ont dit, moi, ce qui m'inquiète quand je deviens directrice, c'est finalement, est-ce que je peux avoir cette autorité ? Comment j'ai imposé mon autorité ? Surtout quand elles sont accompagnées par des hommes ou qu'elles remplacent des hommes. Il y a vraiment cette question d'autorité. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans les échanges que j'ai eus avec les différentes personnes que j'interviewe, et même celles que j'ai prévu d'interviewer demain, c'est plutôt ce rapport à l'humilité et ce rapport à vouloir construire ensemble. Alors, je ne pense pas que les femmes soient naturellement câblées comme ça. Je pense juste que trop d'autorité dans l'histoire leur a pas vraiment été positif pour elles. Et du coup, il y a vraiment ce besoin de co-construire avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont finalement un rapport au pouvoir qui est sur ces très grosses responsabilités. Il faut avoir l'humilité de la prendre. Un peu dans l'autre saut qu'on a vu récemment sur Jacinda Ardern, la ex-première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a vraiment dit ça dans son discours, qui est... j'ai envie d'avoir pu montrer que oui, on peut diriger et être humble, on peut diriger et être sensible, on peut diriger, enfin voilà, on peut avoir une autre façon de diriger. Et j'ai trouvé ça intéressant ce qu'amenaient ces femmes sur ce sujet-là, qui est complètement différent. Et j'espère ouvrira d'autres portes. Une autre chose, c'est la sororité. Alors la sororité n'est pas un mot français, j'ai appris ça récemment. C'est un mot qui vient des États-Unis, qui n'existe pas mais que je me suis permis d'utiliser, qui est sur la solidarité féminine. Alors, quand j'ai créé le podcast, pareil, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais en même temps, les femmes entre elles ne s'entendent pas. C'est-à-dire que c'est les premières à stabiliser une sur les autres. C'est compliqué de travailler avec des femmes. J'avais pas forcément prévu d'aborder ce sujet. En tout cas, j'y avais pensé, mais pas comme ça. Il faut savoir qu'historiquement, en effet, les regroupements de femmes, de toute façon, étaient condamnés. Toujours dans le rapport à la chasse aux sorcières. Dès qu'il y avait un regroupement de femmes, c'était considéré comme un regroupement de sorcières. Donc, historiquement, le regroupement de femmes, c'est pas quelque chose de très positif. Sur ce sujet-là, j'ai eu 2 sons de cloche différents. Mais en tout cas, un élan vers la sororité. Du coup... Tu es aujourd'hui cofondatrice, tu as été plusieurs fois cofondatrice. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai envie de dire toujours avec des femmes, peut-être que c'est majoritairement avec des femmes. Je veux savoir si ça avait une importance pour toi spécifiquement de travailler avec des femmes. Alors, force est de constater que c'est quasiment qu'avec des femmes. On ne peut pas dire quasiment, c'est qu'avec des femmes. Je pense que j'ai un meilleur feeling avec. Je suis beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en alliance. Il n'y a pas de rivalité, enfin je veux dire, il y a plein de choses qui sont derrière. Je trouve que c'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus riche. Ça avance beaucoup plus vite en fait. Et de façon fiable, pour le coup. Alors, souvent, je pense d'abord qu'il n'y a pas plus misogyne qu'une femme. Okay. Ce qui est parfois un peu vrai, qui est parfois un peu dur. Alors, c'est vraiment parce que j'ai l'impression que les femmes se méfient énormément entre elles. C'est comme si, en fait, il y avait un espèce de présupposé qui faisait que
le rival direct, ça peut pas être un homme, parce que bon, l'homme il est posé, il est là, mais qu'il existe malgré tout une forme de rivalité entre les femmes pour être la bonne élève, la meilleure élève, qui fera bien, qui sera la chouchoute, etc. Et je peux avoir l'impression qu'il peut y avoir ces guerres, et quelque part, je me dis que ça passe sans doute avec l'âge et l'acquisition d'une forme de légitimité. Mais moi, j'ai plus à me sentir en danger, jamais mise en danger par des hommes dans ma sphère d'influence, mais par des femmes, oui. Ce qui est très étonnant, et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que ça devait partir du présupposé qu'on ne pouvait pas être dans la même cour que les hommes, et c'est pas vrai en plus. Les rôles sont clairement définis, que chacune des associées ou des cofondatrices ou des collaborateurs ou collaboratrices a son rôle, et que chacune a sa zone de pouvoir en fait, et sur laquelle l'autre ou les autres peuvent avoir un regard pour être informés, n'auront pas un quelconque pouvoir de décision. Donc moi je trouve que là, et définir ces périmètres-là, voilà, c'est fait, c'est ajusté autant que de besoin. Il n'y a pas besoin d'y revenir, il n'y a pas d'enjeu derrière, il n'y a pas d'enjeu de territoire, il n'y a pas d'enjeu qui fait pipi plus loin, quoi, pour dire les choses simplement. Donc c'est simple. Pour moi, c'est extrêmement simple. Et je pense que c'est important en fait d'avoir une forme de solidarité féminine, pas pour la solidarité féminine, mais parce que c'est ça qui fera aussi évoluer la culture qu'il peut y avoir au travail sur la vision qu'on peut avoir des femmes, sur les normes sociales qu'on peut s'imposer pour rien, sur les normes sociales qu'il faut faire changer, et sur les regards qu'il faut rendre plus souples et plus bienveillants sur les organisations de travail. En fait, en échangeant et en discutant avec ces femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une du coup qui travaille majoritairement avec des femmes par choix, et l'autre qui m'a vraiment posé la question de finalement pourquoi est-ce que les femmes sont bien rentrées. C'est vraiment, elle s'est posé la question, et c'est pour ça qu'elle dit en fait je pense qu'on joue pas dans la même cour. Et il y a vraiment cette idée-là. Alors j'ai coupé un peu l'extrait, mais cette idée de dire finalement on a vraiment l'habitude d'être la meilleure élève, la bonne élève, de se faire remarquer, qu'il y a une espèce de compétition qui reste. Comme si elle disait les hommes sont posés, ils sont là, et nous finalement il faut qu'on fasse notre place. Et finalement il n'y en a pas beaucoup qui font leur place, et il y a cette rivalité qui existe. J'aime beaucoup le passage de fin, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est qu'en effet je pense que la sororité doit reprendre sa place, ou en tout cas l'harmonie entre les femmes doit reprendre sa place pour changer la société, déjà parce que c'était une des raisons de leur disparition dans toute la chasse aux sorcières. Mais surtout, c'est une des envies aussi que j'avais avec ce podcast, c'est d'avoir des histoires de femmes qui se parlent et qui disent du coup, je me sens soutenue, ça me parle, finalement je suis pas toute seule à vivre ça. J'ai lu d'ailleurs dans les retours des personnes qui ont écouté le podcast, j'ai eu ce retour-là, je dis je me sens moins seule quand j'écoute, et c'est un peu l'envie aussi que j'avais avec ce podcast, c'est de retrouver en tout cas une sororité par la voix, par l'échange. Et la dernière chose que je voulais vous partager, et qui recoupe toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'est cette question de place. À l'importance de se sentir à sa place et de trouver sa place. Et du coup, je vais conclure en laissant la parole à mes interviewées. J'aimerais qu'elles trouvent leur place, en fait. Et qu'elles trouvent leur place sans que ça leur demande trop d'efforts. Je sais pas comment le dire. Ça demande des efforts d'être sur un poste de direction, mais je trouve que ça demande beaucoup d'efforts d'être sur un poste de direction, d'être mère, de savoir quelle femme on veut être aussi, de pouvoir se dire qu'on va pas maquiller au boulot et que c'est pas la fin du monde, de pas se sentir obligé d'être au pays de Candy. Enfin, et c'est vraiment, moi c'est ça que je souhaiterais aux femmes et aux femmes de direction, c'est de pouvoir être elles-mêmes, et de pouvoir vivre une raison qui soit un peu reposante, et pas tout le temps avec une charge mentale, que ce soit sur nos enfants, sur la façon dont on est habillé, sur l'image qu'on doit donner de nous. Voilà, c'est ce répit en fait. C'est ça que je voudrais. De sortir des sentiers battus, de sortir des endroits où nous nous plaçons, où nous sommes placés, et que par conséquent, oui, c'est cette idée de revendication, c'est cette idée de prendre sa place, c'est cette idée de pousser un peu les murs dans lesquels nous voulons nous enfermer parfois, ou parfois dans lesquels, et c'est peut-être là le pire des sujets, nous nous enfermons nous-mêmes.
Et je souhaite surtout qu'elles se sentent toutes à leur place, parce que je pense que c'est pas forcément toujours le cas. Comme je l'ai dit au début, c'est parfois difficile d'arriver à se positionner, de se sentir à sa place. Mais donc je souhaite vraiment qu'à l'avenir, elles se sentent toutes à leur place. L'enjeu de ce podcast, merci. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.